Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce mardi 24 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Alors comme d'habitude on va faire deux parties, une partie nouvelle ou dans laquelle on va attaquer réellement le traitement médiatique de ce qui s'est passé hier au niveau du Nasdaq et du SP500. On va passer par l'intelligence artificielle, par Ethereum, par la guerre entre Coinbase et Binance, pour finir sur Genesis, Gemini et la législation. Et ensuite on attaquera dans la deuxième partie de cette émission la partie technique avec l'analyse technique réellement des cours et la réponse au petit quiz que je vous avais fait notamment hier, et ça va être sujet d'une analyse aussi. Avant de commencer, c'est très simple, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez me soutenir, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et on commence tout de suite avec justement la partie actualité. Bon, comme on l'a vu, hier c'était full férié avec un petit discours Lagarde sur lequel il n'y a pas eu grand chose qui a été donné. On retrouve encore un discours Lagarde qui va être effectué aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, je pense que ça ne va pas trop bouger ou très peu impacter. Et les véritables nouvelles commencent à arriver jeudi, d'accord? Donc ça, je ne le redirai pas jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à jeudi pour avoir le PIB principalement trimestriel et l'inscription au chômage, ainsi que les ventes de logements neufs. On n'oublie pas que le shelter, donc tout ce qui touche au logement, est impactant pour le marché américain, et en tout cas est scruté par le marché américain. Donc hier, si vous n'avez pas regardé, je vous le dis, nous avons fait une grosse performance, SP500, Nasdaq, principalement tous les indices liés aux USA, et le traitement médiatique des journaux spécialisés ou des blogs d'information spécialisés est quand même très intéressant parce qu'on parle justement d'une accélération haussière grâce à la quasi-certitude des opérateurs et des analystes que la Réserve fédérale, donc la Fed, décidera la semaine prochaine à l'issue de sa réunion politique monétaire de février d'une hausse de taux moins importante que les précédentes 25 points de base. Très important, ça sous-entend que le 1er février, on passera de 0,5 à 0,25, donc on repart sur une augmentation classique, chose qui me semble quand même un petit peu prématurée, et ça il va falloir vraiment le surveiller, on en discutera un petit peu plus tard, mais c'est vrai que dans une semaine où on a beaucoup d'entreprises qui vont donner leurs résultats, on a le Microsoft, on a Tesla, on a Boeing, on a vraiment toute une série qui vont se faire, on a General Electric, on a vraiment beaucoup de sociétés qui vont donner leurs résultats. En amont de la Fed, ça me semble quand même un petit peu prématuré de voir ça. Alors c'est vrai que les BPA ne sont pas si mauvais que ça, donc on a quand même une réaccélération haussière, donc ça veut dire aussi que l'économie ne rentre pas forcément en totale récession, et c'est ce qui est en train d'être pricé le marché, en tout cas de réajuster le pricing qui avait été fait, mais ça empêche que c'est quand même très risqué, surtout par rapport à la Fed, surtout qu'on a déjà la Fed qui nous a fait le coup de marteler très fort leur volonté d'augmenter les taux pour pouvoir écraser l'inflation. On sait que ça va rester pendant un certain temps, il va falloir avoir les chiffres d'inflation, voir si vraiment on a une chute début 2023 qui vont marquer réellement peut-être un premier semestre sur lequel on aura un écrasement. Pour l'instant, c'est vraiment prématuré, mais comme d'habitude, on price les éventualités. Ensuite, nous avons OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, ont signé un contrat sur plusieurs années avec plusieurs milliards de dollars à la clé avec Microsoft. Alors, on savait déjà que Microsoft était très intéressé par la technologie, et ça va même plus loin, on parle de 10 milliards de dollars, alors sur plusieurs années, on n'a pas forcément exactement l'information, mais je pense qu'on va voir ChatGPT fleurir un petit peu partout dans les produits Microsoft. Est-ce que ce serait le point d'ancrage de Microsoft pour justement se différencier? Microsoft qui a beaucoup de mal à concurrencer avec Amazon et Google sur ses produits, est-ce que justement on trouverait quelque chose d'assez fort avec une redynamisation, notamment de Azure? Pourquoi pas? On discutera certainement plus tard. Ensuite, nous avons Ethereum, donc notamment les devs qui ont créé un shadow fork, donc c'est un fork discret qui est derrière pour pouvoir tester si oui ou non tout se passe bien au niveau de Shanghai, si les retraits se déroulent bien, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que principalement Shanghai est en bonne voie et devrait arriver en mars. Encore une fois, sur Shanghai, si vous connaissez pas mon avis,
Je vous répète que j'ai tendance à penser que ça ne changera pas grand-chose, parce que oui, les Ethers seront libérés, mais encore une fois, ils ne seront pas libérés en une fois, ils seront étalés pendant 18 mois, 24 mois, ce qui est quand même très très important en termes de delta, et on rappelle que les personnes qui ont locké, la majorité ont un PMA, donc un prix moyen d'achat au-dessus de 2000, donc on est très très loin, c'est pas des personnes qui vont vendre, et tous ceux qui ont stacké avant, et donc qui ont des PMA très bas, ça veut dire qu'ils ont stacké sur un projet qu'ils ne savaient pas que potentiellement ça allait éclater. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà confiance à Ethereum, donc oui, il y aura peut-être une prise de profit, mais qui somme toute sera minime. Les personnes vont rester sur Ethereum pour continuer à récupérer les différents fees des nodes. Enfin, c'est pas des personnes qui vont annuler leurs nodes. C'est vraiment important de comprendre ça. À côté, nous avons Coinbase et Binance qui continuent à faire leur guerre. À savoir que Binance, à travers ses aides, avait justement critiqué Coinbase sur la possession des BTC, notamment ceux de GBTC, donc de Grayscale Beacon Trust. Là, c'est l'inverse. C'est Coinbase qui accuse de délit d'initié Binance, et c'est très intéressant de voir que les deux se font la bourre. Je pense que la guerre est ouverte. Alors, c'est sans compter que ça reste quand même deux mastodontes de la crypto actuellement, un qui est beaucoup plus institutionnalisé, qui est Coinbase, et un qui est beaucoup plus, on va dire, retail, qui aimerait bien être plus institutionnalisé, mais qui n'y arrive en tout cas pas encore. À côté, nous avons le Congrès qui est en train de se préparer pour la régulation de la crypto-monnaie avec l'affaire FTX. Vous imaginez bien que c'est en train de se préparer. Alors je vais vous citer quelques passages, notamment cela va arriver beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent, a déclaré Ron Hammond, qui est directeur des relations gouvernementales à la Blockchain Association. Donc ça montre que, justement, ça va vraiment bouger très vite. Et il précise, ils sont prêts à se mettre au travail. Donc ça veut dire que ça y est, la volonté de poser un cadre législatif est actée, d'accord ? À côté, nous avons la PDG du conseil de crypto sur l'innovation autour de la crypto, qui s'appelle Sheila Warren, qui pense que ce sera le Crypto Congress parce que le besoin de surveillance du secteur touche le tiercé gagnant de l'intérêt, de la compréhension, de l'urgence auprès des législateurs. Bah oui, a-t-elle déclaré. La crypto va devenir une question incontournable pour les membres du Congrès, et lorsqu'il s'agit de politique de la crypto, il y a quelque chose pour tout le monde. Et oui, ça veut dire fortement que ça commence à devenir vraiment un sujet qui ne peut pas être absent de la discussion, et ça veut dire que oui, 2023 risque d'être une année dans laquelle nous avons la possibilité de voir apparaître un framework, un cadre législatif très fort autour de la crypto. À nous de voir ce qui va se passer autour de ça. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être restrictif? Est-ce que c'est quelque chose qui va être protectionniste? Et c'est là où on va pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer pour le long terme au niveau de la crypto. Ensuite, nous avons Gemini qui est content du coup forcément que Genesis se retrouve en chapitre 11 pour pouvoir avancer dans sa politique de récupération des fonds, mais par contre ils sont obligés de licencier 10% de leur staff, ce qui est en même temps logique au vu des pertes qui ont été effectuées, parce qu'ils savent bien qu'ils ne récupéreront pas tout, et donc forcément il faudra à un moment donné absorber la perte effective. Ensuite nous avons Genesis, donc Genesis qui a fait son chapitre 11 et qui confirme le fait qu'ils veulent sortir du chapitre 11 en mai. Chose qui est quand même assez impressionnant, très rapide, parce que normalement, on rappelle qu'un chapitre 11, qui est justement cette partie qui est normalement longue, législative, dans lequel on repasse sur l'ensemble des créditeurs, l'ensemble des assets, et on essaie de trouver le meilleur compromis, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs années. Bon, là, comme on le voit sur Celsius ou FTX, ça va quand même très vite, mais même là, ça me paraît vraiment très très vite. Alors, à moins qu'ils aient déjà tout préparé et qu'ils aient déjà les pré-deals, chose qui devrait être fait réellement, et on n'oublie pas que Genesis était majoritairement sur de l'institutionnel et en tout cas de la société, donc c'est pas aussi le même discours que le consumer classique américain. Donc on prend un petit peu de recul, oui, peut-être que ce serait terminé en mai, et ce qui serait pas plus mal, ça nous ferait un printemps bien vert pour les cryptos, parce que ce serait la dernière épée de Damoclès qui traîne au-dessus de notre tête, et justement on serait prêt pour attaquer la suite.
On a terminé pour les nouvelles et on va attaquer la partie technique dans quelques instants après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet qui est un exchange centralisé qui fait partie du top 3 en termes de volume de trading. C'est un exchange que j'utilise déjà depuis un certain temps et je trouve que c'est une bonne alternative non KYC pour diversifier un petit peu les différents échanges dans lesquels on se trouve. On n'oublie pas, avec ce qui a pu se passer avec FTX, il est toujours intéressant d'en avoir plusieurs, qui plus est non KYC, avec une limite de 20 BTC. On a un gros pool de liquidité, donc pour faire du trading, on a tout ce qu'il nous faut, et on retrouve tout ce que l'on retrouve classiquement avec les futurs, avec le trading spot, les grid trading, les effets de levier si on le souhaite, et avec le earning, on va retrouver l'ensemble des éléments comme le earn, le shark fin et le lunch pool qui sont toujours très intéressants et qui sont des produits à part dans lesquels certainement je vous ferai une présentation. Nous avons à côté, donc je vous ai parlé des bots très intéressants, où on va retrouver notamment les grid bots classiques mais aussi les DCA spot et les DCA futurs dans lesquels je vais vous faire une présentation parce que ce n'est pas des DCA classiques et il y a des choses à faire dessus. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo pour ça. Si vous vous inscrivez avec BitGet, avec mon lien, en l'occurrence vous avez un maximum de 8000 $ de reward en fonction du dépôt que vous faites, le premier dépôt qui compte, et en plus, pour les 150 premiers, vous avez des rewards supplémentaires qui sont versés en bonus de trading. Si vous déposez 200 $, vous gagnez 30 $ en bonus de trading que vous pouvez utiliser pour ouvrir des positions, vous payez à vos filles. 500 $, 50 $. Si vous déposez 1000 $, vous recevez 100 $. Et si vous déposez 5000, vous récupérez 250 $ de bonus de trading, en plus des autres rewards qui sont donnés. Et en plus, avec le lien, vous avez moins 10% sur la totalité de vos filles. Donc c'est en commentaire et en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen, en plus de liker, partager et de vous abonner. On reprend tout de suite la vidéo. Analyse technique qui commence comme d'habitude par notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste de 5 vagues d'impulsion, 5 vagues qui se terminent en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement ABC de ces vagues d'impulsion, et très intéressant à noter, c'est que, comme d'habitude, quand on termine des vagues d'impulsion héliotistes, nous avons deux choix. Soit on termine sous une forme de ranging, donc quelque chose qui statue entre ces bornes-là, soit quelque chose qui se met en place sous forme de vague d'impulsion, encore une fois, donc avec une vague 1, 2, 3, 4, 5, pour terminer avec une fractalité, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, et pareil, 1, 2, 3. Donc on se retrouve dans la schématique possible, soit de la mise en place d'un ranging, soit de la mise en place d'une schématique de vague d'impulsion. À côté, nous sommes aussi dans une pattern de week-off classique que l'on retrouve sous forme de réaccumulation, avec un buying climax, automatic rally, secondary test. On a bien le secondary test qui prend la liquidité du buying climax, donc du BC, et ce qui montre justement le fait qu'on est dans une réaccumulation. Et là actuellement nous sommes dans le sign of weakness, dans la partie du coup d'accumulation de cette réaccumulation, pour un but justement de pousser et faire un uptrust, donc un UT pour aller justement faire un nouvel APH, donc ce qui est plutôt bullish sur le long terme au niveau du BTC, et encore une fois, on reste de toute façon bullish sur le BTC parce que techniquement la blockchain n'a pas changé, la structure, le fondamental de blockchain, de Bitcoin n'a absolument pas changé, et de tout ce qui est relatif à la crypto autour de BTC et des fondamentaux n'ont pas changé, et c'est quelque chose que l'on connaît très bien quand on a fait déjà plusieurs cycles. À côté, par rapport au mouvement total du BTC, nous sommes en dessous du 618, donc nous sommes dans la zone de rechargement d'investissement long terme. Il faut prendre en considération que si on s'expose, on peut continuer à descendre malgré la réaccélération que l'on a ici, avec une target à 786 classique de retracement 14 800, le top de la 1 à 14 000, ou même le 1,618 de prolongation de la A sur la C, enfin sur la B, pardon, qui nous donne la C, qui nous amènerait à 10 000 $, donc target qui fait partie en fait du consensus des personnes qui restent sur le City, donc des personnes qui, suite à cette chute-là, étaient majoritairement bear long terme bull, mais bear court terme, avec une target à 10 000. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent une dernière cassure pour recharger, notamment une cassure potentiellement à 13 000, 12 000, 10 000, pour pouvoir recharger. Attention, encore une fois, à ne pas être surexposé ou sous-exposé. Il faut prendre en considération le fait que potentiellement, oui, on peut descendre, mais aussi que potentiellement, on peut monter, ou tout simplement ranger au-dessus de 25 000. À vous
de vérifier votre stratégie et de vérifier que vous dormez bien avec tous les mouvements possibles du BTC, parce que c'est le plus important. Ensuite, nous avons un petit zoom sur justement ce qui est en train de se passer ici, où c'est très intéressant, on voit bien l'accumulation de week-off, je vais aller très vite dessus parce que je le traite régulièrement. Nous avons le SC, AR, ST, STB, donc on a bien la mise en place de l'arrêt de la tendance baissière, donc validation avec le ST, prise de liquidité avec le STB, réaction haussière avec break-off structurelle qui s'est effectué, ce qui est plutôt positif et justement qui marque la validation de la prise de liquidité importante ici, et on est repassé au-dessus du niveau de FTX, ce qui est encore une fois très boule sur le long terme pour le BTC. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est sur court terme, 4 heures, sur ce qui s'est passé, donc on a bien eu la dernière accélération, et là on est sur une forme de consolidation. Alors encore une fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a en fait bien cette pattern et cette validation ici de divergence baissière, mais encore une fois, il va falloir faire très attention, pour plusieurs raisons, parce que déjà, la divergence, ça fait déjà un certain temps qu'on l'a en place, ça fait déjà un certain temps, si on regarde ici, on l'avait déjà, d'accord, avec la pattern ici, donc on fait juste que la renforcer, on fait juste que la reporter, et ce ne serait pas illogique de revoir une accélération encore haussière pour aller chercher le 618, aller chercher le 2,618 justement d'extension totale sur le premier mouvement effectif, donc là-dessus, oui, on peut avoir un nouveau retest, ici très fort, qui peut monter, valider cette divergence baissière, et avoir une dernière accélération, en tout cas, ou voir encore une accélération, pourquoi pas. Là, c'est vrai que, en tout cas, le momentum n'est pas trop redescendu, malgré les mèches qui ont été effectuées, ça n'empêche que on peut tout simplement repasser ici, et rebreaker après derrière. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul. Oui, nous sommes dans une zone ici de surextension au niveau du mouvement aussi que l'on a eu, on a laissé beaucoup d'imbalance, mais on sait que le BTC quand il pousse un peu de la même façon. Donc, du coup, ça veut dire que il y a assez peu de respiration, et c'est un petit peu ce qui est en train de se faire là. Pour moi, la target finale devrait être, et pourrait être, réellement ici, la R, et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul. Ce n'est pas parce que nous avons des divergences ici que forcément on va break baissier. Même si j'ai toujours tendance à penser qu'on va devoir retester, notamment les 20 000 et 19 000, avant de repartir. Mais encore une fois, est-ce que le mouvement réel est terminé ? Je ne pense pas. Mes targets, on n'oublie pas, sont le 618 à 23 762, le 2618 à 24 000, et la target finale, pour moi, serait potentiellement les 25 000, entre 25 800 et 26 000, donc on va dire 27 000, qui correspond ici à la chasse au-dessus de la R, qui sera en même temps logique si on prend un petit peu de recul par rapport à ce qu'on voit là. On irait, du coup, chasser ici tout ce qui se trouve au niveau de la R, donc tous les shorts qui se positionnent ici, parce qu'on a pas mal de shorts qui sont en liquidité au-dessus de cette pattern-là, c'est-à-dire qu'on considère ici une pattern baissière à long terme, donc les personnes se positionnent en short, construisent des shorts avec une invalidation. L'invalidation se fait où? Se fait au break-off structure majeur, weekly, qui serait justement les 25 150, d'accord? 25 150, c'est ici le break de ça. Et le break de ça, ça représente quoi en même temps pour, justement, quand on fait un petit peu de chartisme et de retail? On a un magnifique W dans lequel, ici, on récupère le W avec un break, et on va pousser. Clairement, si on joue ça, et qu'on fait un breakout, et qu'on valide le breakout, ça va pousser très fort jusqu'à potentiellement 35 000. Donc il faut prendre en considération ça. Par contre, on peut très bien faire un breakout, et ravaler tout de suite la bougie, et justement clôturer en bas, et nous refaire comme on a connu en mai 2022, donc le mai de l'année dernière. Alors, certes, il y a eu Terra Luna qui a été un événement très fort, mais la cassure du W n'a pas été poussée par Terra Luna. Il faut le prendre en considération, la cassure W était structurelle par rapport au BTC, et par contre, a mis dans le mal Terra Luna, et Terra Luna a accentué la chute effective. Pour l'instant, ce qui est important à retenir, c'est que oui, on a des liquidités qui sont en train de se positionner, mais des liquidités qui ne sont pas proches au cours, d'accord? Ici, dans la proximité, nous avons quasiment rien en termes de liquidités. Les liquidités en short se positionnent ici dans ce bloc-là, les liquidités en long se positionnent ici dans ce bloc-là. Donc le cours doit, dans tous les cas, parcourir
beaucoup de mouvements pour aller chercher réellement les liquidités. Et je peux vous assurer que, vu le positionnement des liquidités, ici et ici, ce sont majoritairement des positions de hedging pour les doubles positions qui sont en train d'effectuer, donc pour potentiellement la mise en place d'une forme de ranging. Et il y a de grandes chances qu'on n'aille pas les chercher, parce que tout simplement, quand on arrivera à proximité, les positions se fermeront pour une prise de profit, soit du long avec la cassure du hedging, ou inversement, ici, on aurait trop de négatifs, et donc forcément on va casser le short pour justement libérer le long, et on n'aura pas de cluster de liquidation, parce que nous n'avons pas de liquidité proche, et ça c'est très important. Le mouvement du BTC, en tout cas le mouvement des actifs, vont vers la liquidité, oui, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un but réellement d'aller vers cette liquidité-là. Si le coût réel du déplacement du cours coûte plus cher que la récupération de la liquidité, on ne verra pas, en fait, de mouvement effectif. Il faut vraiment le prendre en considération, et surtout qu'on a les market makers qui sont à court de liquidité, ou en tout cas on sait qu'il y a des problèmes, des crunchs de liquidité qui sont effectifs un petit peu partout sur le marché, donc les mouvements en eux-mêmes, s'il n'y a pas de proximité de liquidité, bon bah les mouvements seront quand même beaucoup moins forts, et en tout cas l'attrait de la liquidité sera toujours moins fort. Ensuite, l'autre point qu'il faut noter, c'est que quand on parle de prix du mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de la capacité, en tout cas le coût réel du prix quand il va se déplacer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien de BTC je dois acheter pour entraîner, par exemple, un mouvement haussier? Voilà, ça c'est une question concrète. Bah ça, par exemple, il va falloir prendre en considération plusieurs choses. Un, les clusters de liquidation, donc qui sont les récupérations de stop loss de shorters, donc qui sont des rachats automatiques. On n'oublie pas que quand on est en short, donc quand on vend une position à découvert, on met en place un stop loss, et ce stop loss c'est quoi? C'est l'inverse de la position qu'on rentre. C'est-à-dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire une position acheteuse. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le dip off market, et clairement le dip off market en haut est totalement vide. D'accord? Et là, en bas, il commence à se remplir un petit peu ici, mais c'est quand même bien léger. Donc là, c'est vraiment quelques ordres comme ça. Par contre, dans ce bloc ici, et plus bas, d'accord, si on va chercher un tout petit peu plus bas avec les 13 000, c'est totalement rempli. D'accord? C'est vraiment rempli en termes d'ordre d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que majoritairement, les personnes, si le cours descend, vont racheter massivement le BTC, et donc le prix pour pouvoir le faire descendre, en tout cas le coût réel pour pouvoir le faire descendre, donc le nombre de BTC que je dois vendre pour pouvoir faire descendre le prix, sera toujours plus important que le nombre de BTC pour monter, parce que à l'heure actuelle, les liquidités ne sont pas proches, donc sont très loin, et par contre, le dip off market, donc la densité du marché, dans le carnet d'ordre, bah, est beaucoup plus importante en longue, ce qui est logique, ça veut dire que aussi la majorité des personnes se trouvent en longue. À côté, au niveau de l'order flow, ça n'a pas trop bougé, on reste quand même sur quelque chose de flat, hein, que ce soit en perp ou en CVD, donc les deux, alors, ici c'est le perp, ici c'est le CVD, mais c'est le CVD spot, mais donc du coup on est sur quelque chose qui pour moi ne bouge pas forcément. On voit vraiment que sur les positions de Binance, on est vraiment régulier, sur du long majoritairement, ça veut dire qu'on continue à construire du long fortement, donc ça veut dire qu'on a envie de pousser. Est-ce que c'est pas signe d'une dernière poussée? Pourquoi pas? Par contre, on a un open interest qui est toujours bien faible, donc ça veut dire que personne n'appuie réellement sur la pédale, donc c'est des mouvements haussiers impulsif, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est très construit. On a une accélération qui est très forte, puis après on a une consolidation, accélération très forte, donc on n'a même pas la mise en place de quelque chose comme ça qui est très construit, où on a en fractalité quelque chose où on a une accélération, accélération, consolidation, pas du tout. Là on a quelque chose qui est très impulsif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quelque chose qui est très impulsif comme ça, et que le mouvement est majoritairement géré par du perp, et très peu par du spot. C'est là où on se pose réellement la question de la force de ce mouvement-là. Est-ce que c'est pas un mouvement qui est forcé pour pouvoir justement favoriser potentiellement une distribution, ou en tout cas la valorisation d'un BTC beaucoup plus haut, ou est-ce que réellement c'est un mouvement aussi fort? Clairement, on voit pas de retour de liquidité, on voit pas de retour d'intérêt, que ce soit sur le crypto Twitter, que ce soit sur YouTube en général, ou même quand on discute un petit peu à droite à gauche, on voit qu'on n'a pas forcément de retour réellement de personnes qui se disent « bah tiens, je retourne sur les cryptos ». Non, on est encore très très loin, et je pense que le point de rupture sera vraiment les 25 000, où on pourrait avoir vraiment en tout
tout cas une réaction haussière très très forte, et dans lequel on pourrait avoir un retour du spot. Le spot fait le long terme, d'accord? On n'oublie pas ça, le spot fait le long terme, le perp fait le court terme, et normalement, quand on a un mouvement du perp, et que derrière on a le CVD spot qui monte, c'est plutôt bon signe. Là, le problème, c'est que le spread est quand même très grand, hein, d'accord? Donc plus on va monter avec le perpétuel, plus le spread va être fort, parce que le CVD spot monte un petit peu, mais n'arrive pas à suivre les niveaux du perp, et ça, c'est plutôt mauvais signe. Alors, on va répondre à justement la petite question que je vous posais, et oui, c'est le cours du BTC, vous avez été quand même nombreux à trouver en inversé, pour plusieurs raisons. Alors déjà, si vous avez retrouvé, c'est que certainement vous avez déjà fait l'expérience, que vous avez déjà peut-être vu des choses autour de ça, et je pense que c'est important, surtout dans un momentum actuel, il faut bien prendre en considération ce que l'on voit et inverser pour être sûr que notre biais n'est pas biaisé, justement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont en short, d'accord? Beaucoup de personnes attendent justement une cassure au niveau des 12 000, retourner plus bas. Et cela pour plusieurs raisons. Soit parce que on n'a pas assez acheté à 10 000, parce qu'on n'est pas surexposé, parce qu'on aurait voulu acheter plus, parce qu'on se dit que j'ai attendu pour acheter à 10 000, et ben là c'est à 23 000, donc je ne peux plus acheter parce que je me dis c'est pas possible, j'ai loupé mon opportunité. Il y a plein de choses qui rentrent en considération, et il faut bien se dire que là-dessus, ça impacte réellement votre vision, ça impacte votre biais, et le fait d'inverser, alors c'est très simple, hein, si vous voulez là-dessus, vous faites juste Alt-I sur en tout cas un graphique, et ça vous l'inverse. Et ça vous permet de voir, est-ce que vous voyez la même chose, donc inversé, oui ou non, c'est-à-dire que quand on part sur le cours du BTC classique, est-ce que je vois quelque chose qui pousse à la hausse, ou est-ce que je vois quelque chose où j'ai toujours mon biais, où c'est juste un retest pour breaker baissier? Et si j'inverse ici ce graphique, est-ce que je vois bien ici une continuité haussière, donc pour la personne qui vise les 10 000, ici cette black box, enfin cette white box, ou est-ce que je vois un retracement, une continuité baissière? Quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on se dit, là, c'est compliqué de se dire qu'on va continuer à pousser à la hausse, hein. C'est vraiment compliqué. On voit qu'on a bien une structure qui est en train de se mettre en place de retournement, on a une perte du momentum qui est en train de se faire au niveau du price action, on a, oui, cette box de résistance qui potentiellement pourrait être retestée, mais qui serait plus la finalité d'un retracement, et encore on a fait deux break-off structure, il suffirait qu'on break ici les 25 000, encore une fois, on retient ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Là ça se confirme bien, en inverse, vraiment, on est vraiment dans cette schématique, on se dit, on casse les 25 000, ok, bah on break, et on break jusqu'au 30, 35, voire potentiellement après un retest, puis après on continue. Et c'est très intéressant de voir ça, c'est les personnes qui sont full short actuellement, qui sont full beer, il faut impérativement pouvoir accepter le fait qu'il y a une possibilité de repartir en bull. En tout cas, pas forcément en bull, mais dans une forme de ranging, où on ne retournerait pas potentiellement à 10 000, on n'irait pas à 10 000, où on retournerait, pourquoi pas, à, justement, on n'irait pas à 15 200. Il faut le prendre en considération, même si c'est un faible pourcentage pour vous, il faut le prendre en considération, et le valoriser, le pondérer le plus juste possible en retirant la notion d'émotion, parce que peut-être vous êtes en train de vous positionner, parce que peut-être actuellement vous êtes en short et vous êtes en négatif, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et justement, là-dessus, cet exercice-là, il est très important pour gérer votre émotion, et de vous dire, ok, bah là, factuellement, si j'analyse un short comme ça, je me dis, bon, est-ce que je pars à la hausse ou est-ce que je pars à la baisse? Et jusqu'où je vais? Comment je le fais? Quel est l'état de ma position par rapport à ça? Et c'est là où vous allez travailler réellement votre psychologie et avancer, vous, en tout cas, de votre côté. Alors, on va passer sur la macro, on va passer toujours sur notre DXY en daily qui, somme toute, a eu quand même des bougies qui étaient très comprimées, sur lesquelles on avait de la volatilité, puis une clôture fermée, donc très important, parce que ça veut dire qu'on arrive vraiment dans une zone de travail très très fort, hein, qu'on avait eu aussi ici, qu'on avait eu ici, mais là ça se confirme quand même grandement, donc il est possible qu'on nous refasse la même bougie. En même temps, on arrive vraiment sur le support très très fort au niveau de l'indice dollar, dans lequel on sait que les 101, 102 sont vraiment un bloc très très dur à passer. On va voir si on va vraiment avoir notre rebond, et je pense que le mouvement effectif du dollar sera, dans tous les cas, le 1er février, pour pouvoir
justement prendre une décision en fonction du mouvement de la Fed. Est-ce que oui, il y a un overpricing réel du marché action, parce qu'on a parlé du Nasdaq dans les nouvelles, mais regardez-moi ça, regardez-moi cette bougie magnifique, on n'a pas été du tout rejeté, on n'a pas été comprimé, on a fait un éclatement, on est passé à la hausse, dans lequel on est en train de clôturer au-dessus, potentiellement valider ça. On est en anticipation réelle de ce qui va se passer le 1er février, et qui est porté principalement par les BPR, parce que ça reste ça reste vraiment un narratif très fort, et qui restera de toute façon propre au marché action. Les BPA, c'est logique, parce que c'est pour ça qu'on achète des actions. Le SP500, pareil, nous a fait une magnifique bougie. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on a quand même une bougie sur le Nasdaq qui est quand même plus propre que celle du SP500, on a eu quand même un petit peu de rachat qui a été effectué de la mèche, mais somme toute, on est quand même dans quelque chose qui est assez fort, où on n'a pas rejeté, et on est en train, encore une fois, d'anticiper. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération tout ça, et vraiment se positionner. L'autre élément important, c'est de comparer ce mouvement, d'accord, à ce qu'on a vu au niveau du BTC. Ce qu'on a vu au niveau du BTC, c'est que nous, on a consolidé, on a rangé, et le Nasdaq et le SP500 sont partis sur nous, encore une fois, et c'est très important de le noter, ça montre bien que on a une forme de décorrélation entre les deux, pareil qu'on a un décrochage du Nasdaq et du SP500, on n'a pas trop de mouvements au niveau du BTC, en tout cas bien moins qu'avant. Alors ça, par contre, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ça veut aussi dire que les institutionnels ne sont pas revenus. Parce que les institutionnels reviennent dans des produits combinés, donc c'est-à-dire des produits financiers, dans lesquels on va avoir un petit peu de Nasdaq, un peu de SP500, un peu de produits à haute volatilité pour pouvoir augmenter les rendements, notamment les crypto-monnaies et BTC. Bon, là, c'est pas le cas, donc forcément, on a moins de corrélation. Donc c'est-à-dire que les institutionnels ne sont toujours pas revenus dedans, et ils reviendront certainement beaucoup plus tard, lorsqu'on repassera dans un cycle qui sera beaucoup moins risqué, en tout cas dans lequel la macroéconomie sera beaucoup moins risquée, et on aura la construction de produits combinés, et ce sera vraiment, je pense, l'avènement et le retour des institutionnels pour le prochain bull run. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.